Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur le dernier back-to-back de nos gars qui a été particulier. Et puis de sales nouvelles aussi avec le décès de Bob Love, mais on reviendra sur ça vers la fin. Donc back-to-back dimanche lundi à domicile contre Houston et déplacement à Détroit. Et le match contre Houston, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là en vrai, hein. Houston, au fil des années, ces derniers temps, a pris l'habitude de bien nous fracasser parce que c'est une équipe déjà à la base plus talentueuse, plus athlétique que nous et en fait voilà, ils ont un profil qui nous convient pas du tout et donc une fois de plus ils nous ont mis en grande difficulté et déjà les années d'avant quand on défendait à peu près, on avait du mal face à Houston, mais là qu'on n'essaye même pas et quand on se pointe en plus avec zéro envie, zéro énergie, zéro tout ce que tu veux, ça donne ce genre de match où tu prends encore une fois plus de 140 points. C'est le deuxième match de suite, puisqu'on avait déjà pris plus de 140 points lors du match précédent face à Cleveland. Et puis, tu t'en encaisses pas 60 ni 70, mais 80 points dans ta raquette. Juste dans la raquette, Houston a shooté à 30 sur 47 au shoot. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais voilà, c'est même pas surprenant quand tu vois. Personne n'a été bon sur ce match-là, absolument personne. Il y a que deux joueurs qui dépassent les 10 points, c'est Zach LaVine qui en met 15 et Talen Horton-Tucker qui en a mis 12 en garbage time parce que voilà. Donc non, franchement, l'effort était pas là. Mais du tout, défensivement, c'était zéro sur toute la ligne. Offensivement, les premiers shoots sont pas rentrés et du coup, on a rapidement baissé les bras. Ça m'a rappelé le match à Dallas où rapidement, dans le deuxième quart-temps, on a dit bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'adresse pour nous, c'est mort, on n'y arrivera pas, donc on laisse tomber. Et là, tout le match, ça a été non-match complet. Donc honnêtement, je vois pas franchement sur quoi on peut revenir sur ce match-là. Toutes les prestations, les unes après les autres, étaient absolument dégueulasses. Donc voilà, ça arrive des fois dans la saison. Donc bon, gros match de merde. Celui-là, tu le roules en boule, tu le jettes et puis tu passes au suivant, quoi. Et le suivant, donc c'était Détroit le lendemain, à Détroit, euh, où malgré le back-to-back, sachant que la veille, les mecs étaient sur le banc, les principaux titulaires, les mecs qui jouent le plus, étaient sur le banc au milieu du troisième quart-temps. Tu te dis, ils ne devaient pas être trop crevés non plus, même si ça reste le cinquième match en 7 jours, donc des fois le calendrier est pas hyper clément avec nous, mais bon, c'est comme ça, il fallait, mine de rien, se reprendre à Détroit. Euh, et les Bulls l'ont fait, je trouve, de plutôt bonne manière, avec un match pas extraordinaire, mais convaincant dans l'ensemble, avec une assez bonne maîtrise, même si Détroit a fait quelques runs par-ci par-là pour revenir au fil des minutes. Mais honnêtement, les Pistons, ils ont mené au score rapidement dans le match, mais ils n'ont pas mené au score après plus de 4 ou 5 minutes. Derrière, on a tout le temps été devant, et même quand Détroit revenait, on reprenait un écart. Ils revenaient, on refaisait un écart, donc ça a été un petit peu la course tout le match, mais qu'on a globalement bien géré dans l'ensemble, à part deux, trois petits passages un peu plus compliqués forcément. Euh, mais la différence importante dans ce match, c'est que les shoots sont rentrés, et contrairement au match de la veille, et donc forcément, mathématiquement, ça aide. Et puis, ça donne confiance à un petit peu tout le monde, ça galvanise, ça permet de faire un peu plus d'efforts. Donc, on a bien débuté. On n'a pas forcément joué de manière hyper rapide, à haut tempo, à foncer dans tous les sens. J'ai trouvé qu'on avait des attaques plutôt bien faites, bien réfléchies. On était patient, on laissait l'action se mettre en place, on faisait les décalages, on trouvait les shoots ouverts, et on a eu de l'adresse au début. Vucevic a mis 10 des 13 premiers points des Bulls avec deux paniers à 3 points. Kobe White a mis deux paniers à 3 points rapidement aussi. L'adresse a été intéressante tout le match. On a fait 23 sur 46 à 3 points, donc 50% sur un volume vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment un bon point et tout le match nous a permis de nous tirer d'affaire. Et, euh, et tout le monde s'est un petit peu rattrapé du match de la veille, quoi. On n'a pas forcément hyper bien débuté défensivement, mais derrière, tu as les entrées d'Ayo, de Phillips, de Terry qui ont apporté un peu plus de dureté, un peu plus de tonus. D'ailleurs, Terry a failli se friter avec Isaiah Stewart. Enfin, ouais, c'était bien costaud sous le cercle.
Mais clairement, voilà, l'énergie, les efforts, ça n'avait rien à voir avec la veille, c'était déjà un peu plus prononcé, donc c'était quand même tout de suite plus agréable à regarder, quoi. Euh, la veille, après le match contre Houston, dans les vestiaires, Kobe White disait que c'était une honte et que les Bulls n'avaient pas le droit de faire ça aux fans, etc. Et que clairement, ouais, voilà, ils devaient avoir honte d'eux-mêmes et que tout le monde devait se ressaisir le lendemain. Et clairement, le message est bien passé. On a vu des choses beaucoup plus intéressantes. Et, euh, et après, voilà, comme je dis, Détroit va signer des runs par-ci par-là. Le plus gros d'entre eux, c'est au début du quatrième quart, où ils font un press défensif plus haut, ils gênent bien la circulation de balles, ils provoquent des pertes de balles stupides. On fait shot clock violation, je crois qu'il y a même un retour en zone ou un truc comme ça, enfin bref, des trucs débiles. Et donc, du coup, eux marquent des points en transition, ils égalisent à 95-95. Et là, tu te dis, ah putain, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. On a déjà vu des avances fondre assez rapidement. Et c'est au contraire à ce moment-là que les Bulls passent la seconde et disent, bon, allez, maintenant il y en a marre, on va leur mettre une distance et c'est terminé, quoi. Donc il y a 95-95. Josh Giddey, qui a fait un super match, mais on va y revenir, euh, va mettre un lay-up par-dessus Stewart, je crois. Et dans la foulée, sur une contre-attaque, dribble dans le dos et il part au dunk. Et ensuite Zach LaVine s'est déguisé en torche humaine et il a mis pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, six paniers à 3 points, rien que dans le quatrième quart-temps. Donc 4 à la suite, sur des pull-ups, sur des step-back. Il leur a mis une misère pas possible, hein. Les Pistons, ils avaient juste à. Voilà, ils voyaient juste les filets trembler, c'était un carnage. Il a pris feu, il a. Monstrueux. Monstrueux. Et bon, les Pistons, à part quelques tentatives de Cunningham, n'ont pas vraiment eu l'opportunité de revenir dans ce match-là. Et voilà, le gros coup de chaud de Zach LaVine les a pulvérisés. On a pris un écart suffisant pour ensuite bien le gérer sur les dernières minutes. Et on s'impose 122-112. Et mine de rien, c'est extrêmement étrange comme stat, mais on a un bilan positif à l'extérieur. Au United Center, on a gagné un match depuis le début, c'était contre Orlando. Et à l'extérieur, on a 5 victoires, 4 défaites. On allait gagner chez les Knicks, par exemple. On a gagné à Atlanta, on a gagné à Memphis, on a gagné à Milwaukee aussi en début de saison. Donc d'ailleurs, on y retourne ce soir. Donc c'est étrange, mais ma foi, on gagne à l'extérieur. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau des joueurs qui sont bien distingués, comme je disais, Josh Giddey a fait un match de qualité et j'espère que ça va lui permettre de retrouver un peu de confiance. Il a frôlé le triple-double avec 11 points, 5 sur 10, 8 rebonds, 10 passes décisives, plus 13 ou plus minus, sachant que il est un des pires de la NBA au plus minus. Là, ça va lui faire un petit peu de bien, je pense. Il a bien orchestré le match, il a fait des bonnes passes dans le bon tempo, il a mis du rythme. C'est lui qui lance le run dans le quatrième quart-temps avec ses 2 paniers à la suite. Euh, il joue pas les dernières minutes. Bon, ça, je pense que ça va être un truc récurrent toute la saison, tant que défensivement, il sera aussi mauvais. Parce qu'on a besoin de défense en fin de match. Et puis, Ayo est capable de faire des bonnes passes et de mettre des points aussi. Donc, euh, tout ce qu'il fait sur le parquet, c'est plus par rapport à Guidé. Donc, il n'y a aucune raison que ça change. Euh, mais à part le fait qu'il joue pas les fins de match, je pense que c'est une prestation qui, même s'il n'était pas parfaite, va lui redonner un peu de confiance. Et j'espère juste que ça va lui permettre de au moins euh, voilà, le lancer et le voir produire offensivement pour au moins cacher la misère en défense, quoi. Si on sait que défensivement il va se faire ouvrir, il va se faire défoncer, etc. Il va se faire exploiter et il aura du mal tout le temps avec ça. Mais si au moins de l'autre côté, voilà, il fait 10 passes décisives, il rentre quelques shoots, euh, au moins déjà ça permet de compenser un petit peu. C'est pas non plus fabuleux, mais c'est toujours ça de prix. Et après, bah voilà, on peut espérer un petit sursaut défensif, mais pour ça, va falloir s'y coller un petit peu, mon petit guidé quand même, parce que là, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà. Season high pour Vucevic avec 29 points, 11 sur 18 au shoot, 6 sur 8 à 3 points. Il égale un record en carrière avec 6 paniers à 3 points inscrits. Donc encore une fois, extrêmement efficace. Il continue son excellent début de saison. Franchement, il n'y a pas grand chose à redire sur Vuce. Et ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est toujours les bons choix au bon moment, les bons shoots ouverts.
les post-up. Ouais, offensivement, Vucevic, là, sur le début de saison, c'est niveau All-Star. C'est niveau All-Star. Donc, c'est très, 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 très intéressant ce qu'il est en train de nous montrer. Et puis, si ça intéresse une autre équipe à un moment donné, ben, enfin, on discutera d'un deal. Hein, ce sera pas dégueulaise. Kobe White en met 25, Zach LaVine en met 25 aussi, et c'est la première fois dans l'histoire des Bulls que tu as 3 joueurs, donc Vooch, Kobe et Zach, qui mettent 25 points chacun minimum, et 5 paniers à 3 points chacun minimum. Donc Vooch en a mis 6, Kobe en a mis 5, et Zach en a mis 6 aussi. Les 6 dans le... Non, il en a mis 7, mais 6 dans le seul quatrième quart-temps avec des gros shoots, donc c'était extrêmement cool à voir. Pas mal de joueurs du banc se sont bien rattrapés aussi par rapport au match de la veille. Enfin, un petit peu tout le monde, quoi. Ayo, Phillips, que j'ai trouvé bien meilleur, alors que la veille, il avait vraiment galéré. Jalen Smith aussi, qui a rentré des gros shoots, qui n'a pas toujours été ultra efficace défensivement, mais qui a fait un peu ce qu'il pouvait. En fait, le seul qui, sur les 2 matchs, a été à la rue, c'est Patrick Williams, quoi. Mais c'est Patrick Williams, quoi. 8 points, 3 sur 10 contre les Pistons, et puis pas grand chose derrière, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a parlé de Zach LaVine qui était énormissime sur ce match à Détroit. Comme souvent, il cartonne souvent les Pistons. On se rappelle que l'an dernier, il avait mis un match à 51 points dans une défaite. Il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça, il avait mis 41 points en 3 quarts temps parce qu'on leur avait mis un blowout. Donc bref, il aime bien scorer contre les Pistons. Et puis il faut se rappeler aussi que les Pistons, c'était l'équipe, la toute première équipe que Zach LaVine a affrontée en tant que joueur des Bulls, parce qu'il était arrivé blessé dans le trade de Jimmy Butler. Il était revenu, je crois, en janvier ou en février, et son premier match était à domicile contre les Pistons. Donc il a cette histoire avec les Pistons. Et en plus, dans ce match-là, avec ses 25 points, il a dépassé Artis Gilmore, et il est devenu le 7e all-time aux Chicago Bulls au scoring, avec 9308 points. 7e all-time. Et dans cette liste, si tu montes un petit peu plus haut, à peu près 3000 points plus haut, il y a un certain Bob Love, à la 3e place, 3e meilleur scoreur de l'histoire des Bulls. Et c'est un enchaînement intéressant pour revenir sur la grosse news du match contre Détroit qu'on a appris pendant le match. C'est la disparition de Bob Love, c'est son décès à 81 ans après une longue lutte contre le cancer. Et Bob Love, j'en ai parlé en long, en large, en travers, en article, en vidéo. J'ai fait une bio sur lui, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de trucs sur lui parce que ça reste un de mes joueurs préférés dans l'histoire des Bulls. Euh, pour sa carrière en tant que joueur, mais aussi pour ce qui s'est passé après, parce que son histoire, sa vie, ses vies, on peut même dire qu'il en a eu plusieurs à ce niveau-là, c'est juste remarquable, c'est extraordinaire et c'est d'une inspiration incroyable. On parle d'un mec qui a passé toute sa carrière de joueur loin des spotlights, malgré, voilà, il était plusieurs fois All-Star, il était dans les All Defensive Team, c'était le meilleur scoreur des Bulls dans une équipe qui gagnait 50 matchs par saison, qui allait en playoff, mais t'en entendais jamais parler parce que lui, il parlait pas à la presse. C'est un mec qui a bégayé toute sa vie, qui avait énormément de problèmes avec ça et qui justement fuyait le contact avec la presse ou avec les autres pour pas afficher ça au grand jour et qui en avait un peu honte et que du coup il essayait de cacher ça. Mais ça lui a aussi fait connaître des galères assez incroyables après sa carrière parce qu'il a cherché du taf et avec son bégaiement et avec les blessures qu'il a eu tout au long de sa carrière, il a eu pas mal de soucis de santé et du coup, sa femme est partie parce elle lui a quand même balancé qu'elle voulait pas rester avec un handicapé qui bégaye, donc tout de suite ça te met l'ambiance. Euh, il a eu grosses difficultés, il a trouvé un taf dans un magasin cafétéria à Seattle où son patron a fini par lui payer des cours avec une spécialiste pour apprendre à parler enfin, tout ce qu'il faut pour articuler comme il faut, etc. Et le miracle a fini par arriver et à plus de 40 ans, il a fini par devenir capable de parler quasi normalement au point qu'il est devenu speaker. Il intervenait dans les entreprises et puis ensuite dans les écoles pour parler de son parcours, de sa vie, voilà, de dire voilà, moi au départ je n'arrivais pas à parler et maintenant je viens vous parler à vous tellement c'est devenu c'est le truc inverse quoi pratiquement. Donc c'est une inspiration incroyable, Bob Love, une inspiration incroyable sur le fait de jamais abandonner et que voilà, quand tu bosses sur quelque chose ça finit par arriver. Il est devenu ambassadeur des Bulls aussi au début des années 90, le deuxième joueur de l'histoire à avoir son maillot retiré. Il s'est même marié sur le parquet du United Center à la mi-temps d'un match contre les Spurs. Enfin bref, voilà. En janvier, il était à la cérémonie du Ring of Honor, même si la cérémonie en elle-même a tourné un peu vinaigre.
lui était là et a été acclamé une fois de plus par le United Center. Donc voilà, une vie incroyable et un attachement aux Bulls qu'il a jamais dissimulé. Il a toujours surkiffé cette franchise et joué pour cette ville aussi. Donc voilà, il a toujours montré énormément d'amour pour les Bulls et les fans lui en ont toujours énormément donné aussi. C'était le dernier titulaire encore en vie de l'équipe du début des années 70, comme je disais, qui allait souvent en playoff, qui gagnait plus de 50 matchs par saison. Donc il a rejoint maintenant Jerry Sloan, Norm Van Leer, Chet Walker qu'on a perdu au mois de juin, Bob Love maintenant les a rejoints, et Tom Bourwinkle aussi. Donc ils sont tous là-haut désormais. Et je peux vous garantir que personne là-haut a envie de jouer contre eux s'ils veulent faire un match 1 5 contre 5. Parce que les mecs, ils jouaient physique, ils jouaient dur. C'était tout le contraire des Bulls actuels. Donc personne ne voulait jouer contre eux, je te le garantis. Euh, je vais remettre un lien là à la fin sur la vidéo que j'avais faite. Une vidéo qui a eu son petit succès. Je l'avais faite l'an dernier. Et puis vendredi, ce sera notre prochain match United Center. On reçoit Atlanta pour la NBA Cup. Et ce sera donc le moment certainement d'un gros hommage pour Bob Love. Et je vais être United Center, donc je m'attends à je me prépare déjà à un moment en termes d'émotion qui risque d'être assez fort. Mais ouais, au moment où vous allez sûrement voir cette vidéo, je serai dans l'avion pour Chicago. Euh, je sais pas comment, quand je vais voir le match contre les Bucks de cette nuit. J'essaierai de faire une petite vidéo depuis Chicago et puis j'en ferai depuis le United Center aussi pour parler des matchs contre Atlanta mercredi et contre Memphis samedi. Donc back to back, je serai aux deux matchs et j'essaierai de faire un max de photos, de vidéos que je vous partagerai ensuite, un petit peu des coulisses. Et puis si en sortant du stade j'ai l'occasion de faire une vidéo pour, euh, pour parler un petit peu des matchs, tout ça, on fera ça à ce moment-là aussi. Donc, je sais pas quand, comment je vais poster les prochaines vidéos, mais voilà, je serai à Chicago et j'essaierai de vous tenir au courant le plus possible. Donc, voilà, d'ici la prochaine vidéo, euh, portez-vous bien et on se retrouve en direct de Chicago la prochaine fois. Allez, ciao, à la prochaine et go Bulls.